Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on commence tout de suite avec cette seconde partie sur comment se protéger des banques. Likez, commentez, on répond à toutes vos questions et n'oubliez pas de vous inscrire. Voilà, merci beaucoup, excellente journée, à bientôt. Tu parles de l'immobilier, OK, qui est plutôt résilient. Il faut faire attention quand même, mais il faut qu'il soit accessible aussi. Tu parles de la bourse, notamment du placement sur des ETF, donc des paniers d'actions ou des actions que les gens vont choisir. Donc ça, c'est plutôt de l'investissement sur du long terme, hein, c'est pas du tout du trading, c'est d'acheter et revendre. Ça, c'est un autre métier. C'est aussi ton métier, quelque part. Oui, mais c'est réservé, comme je l'ai dit, aux professionnels, aux gens qui ont une éducation financière Ouais, extrêmement développée. voilà. C'est des années d'expérience, c'est des heures de recherche et c'est aussi des heures à se planter. C'est Croire on a de l'expérience. que tous les traders ont 100% de réussite, c'est faux. Les bons traders, c'est ceux qui ont plus de réussite que les autres. Je vais aller plus loin. C'est dans le livre de Robert Kiyosaki, que tout le monde connaît, Mhm. pour Dad Rich Dad. Je Tu mettrai le as, lien en description. Ouais. tu as sur une banque américaine, ils ont cherché les 2 portefeuilles qui ont le plus performé sur les 20 dernières années. Et il précise également que tu peux prendre sur les 100 dernières années, la tranche de 10 ans que tu veux, le constat est toujours le même, hein. Mhm. Les 2 portefeuilles qui ont le plus battu le marché, c'est un type qui était mort et un type qui et un type qui ne savait pas qu'il avait un portefeuille, parce qu'il lui a été ouvert à sa naissance. Et c'est les 2 qui ont le plus performé. Quasiment personne ne bat le marché. Ça, il faut se le mettre en tête. Et le trader, sa mission, c'est d'essayer de battre le marché ou de faire un peu mieux. Mais si le marché fait 5%, un excellent trader, il va faire 5,5. Il fera pas 8, il fera pas 10. Ça n'existe pas. Donc, partant de Et là, hmm. je préfère dire que pour investir, il faut pas essayer de trader, il faut investir calmement. Calmement, sereinement. Et en fait, on revient toujours à la même chose. Le temps, c'est de l'argent. Le temps travaille pour vous. Et comme tu dis, il y en a un qui était mort et l'autre qui savait même pas qu'il avait un compte. Je connaissais pas ces exemples, mais en fait, c'est le temps qui leur a fait gagner de l'argent. Et juste une petite parenthèse, notamment sur TikTok où il y a beaucoup de formations, des gens plutôt jeunes qui promettent monts et merveilles. Je connais pas, mais intuitivement, instinctivement, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous. Euh, donc, on a parlé de deux classes d'actifs, l'immobilier, le placement financier en bourse, donc sur du moyen ou du long terme. Ce qu'on appelle, je pense, le long terme, c'est une vingtaine d'années, c'est là où on a les meilleurs rendements. Donc, si vous êtes jeune, si vous écoutez que vous avez 20, 25 ans, 30 ans, profitez-en, c'est le bon moment. Euh, Autre chose, peut-être pour se protéger, pour diversifier ses actifs et protéger son argent, finalement? Aujourd'hui, tu vas entendre parler, notamment dans les médias mainstream, des crypto-monnaies, par exemple, hein. Ouais. Mhm. Crypto-monnaie, bon alors, évidemment, c'est fantastique. C'est un monde qu'il faut savoir gérer. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, typiquement, pour prendre cet exemple-là, tout le monde en parle aujourd'hui, il est à 95 000 à peu près. Enfin, 14, Mhm. 95 aujourd'hui. Il y a 2 ans, il était à 16 000. Il y a 4 ans, il était à 70 000. Tu avais plein de monde à 70 000 il y a 4 ans qui voulait en acheter. Personne en 2022 à 16 000. Il y a 3 mois, on était autour de 50, 60, donc quasiment au sommet précédent du cycle d'il y a 4 ans précédent. Mhm. Personne ne voulait acheter de Bitcoin. À 90, 95, les gens se réveillent. Faut faire attention à ça. Pourquoi? Donc tu parles de De la même l'effet façon que moutonnier en fait. Oui, Les gens pensent qu'ils vont mettre 1 000 € et devenir milliardaires en fait, en l'espace de 1 an. C'est à peu près ça. quand les C'est gens, vendu, quand les gens, quand les gens voient leurs voisins, leurs concierges s'enrichir, c'est trop tard. c'est plus le moment d'entrer. Ouais. Ok. Donc en fait, tu conseilles. Est-ce que c'est un actif que tu conseilles? On parle du Bitcoin, hein, je parle pas Évidemment. des crypto-monnaies, évidemment. Et Évidemment. tu le conseilles sur le long terme. Moi, j'ai une. Tu connais ma position aussi. Je l'assimile vraiment à de l'or numérique. Pour moi, il va servir de réserve de valeur.
C'est pas quelque chose qu'on trade. Et si on trade, c'est pour en racheter à la baisse. Mais je le vois quand même vraiment sur du long terme, hein. En fait, quand je dis long terme, si dans la bourse c'est 20 ans, je pense que 10 ans sur le Bitcoin, c'est beaucoup, c'est très probable en fait, plus rapide. C'est c'est- Mais c'est pour ça que l'investissement, c'est toujours long terme. Puisque l'investissement en ouais, dessous de 5 ans, c'est pas de l'investissement, c'est un placement ou c'est un mouvement financier. ouais, donc on y revient toujours, time is money, quoi. Faut pas aller trop vite pour pas se brûler les ailes. Euh, donc, pour diversifier ses actifs, tu vois trois classes. Donc, je répète, l'immobilier, lorsqu'il est pas trop cher, lorsqu'il est accessible. La deuxième chose, c'est les ETF ou les placements directs en bourse, là aussi en visant vraiment le long terme. Et la troisième chose, c'est, on va parler du Bitcoin, on va pas parler des cryptos, des autres cryptos en fait, où c'est à mon avis plus délicat. C'est pas le sujet non plus. Est-ce qu'il y a une quatrième classe d'actifs que tu suggères? Non, je l'aurais juste mis un petit accent sur les classes, la classe action. Il y a deux types d'actions. Tu vas avoir des actions classiques et tu vas avoir des actions à dividendes. L'avantage des actions classiques, c'est que ça monte plus vite. Explique la L'avantage de différence la... peut-être. Très simple, tu as des actions, typiquement Amazon, Hmm. où tu achètes une action, disons qu'elle vaut 100 dollars, j'ai pas le graphe sous les yeux, mais disons qu'elle vaut 100 dollars, bah, à la fin de l'année, si les résultats sont bons, l'action va monter de 10%. Ok, donc de 100, tu seras à 110, tu auras fait 10 de plus-value, latente. Latente pourquoi? Parce que tant que tu l'as pas vendue, tu n'as pas réalisé la plus-value. Très bien. Mais tu as aussi des actions comme Apple, qui si elle vaut par exemple 250 dollars, à peu près, à la fin de l'année, elle aura pas pris ses 10% comme celle d'Amazon, elle aura pris 7%, par contre, elle t'aura versé un dividende de 2%. Ce que ça veut dire, le dividende, c'est très simple. C'est qu'il y a une partie des résultats de l'entreprise qui sont distribués aux actionnaires. Si tu détiens des actions Apple, Apple t'envoie sur ton compte en banque des dividendes, donc tu as des rentrées d'argent. Au début petites, évidemment, ça croît avec le temps, si tu investis régulièrement. Et ça, plus que le rendement pur, c'est un changement de mentalité. Puisque, je rappelle, la règle d'or, pour devenir riche, tu ne deviens riche que lorsque tu arrêtes de travailler pour avoir de l'argent, mais que c'est ton argent qui travaille pour toi. Pour toi. Quand tu commences à Tout à fait. recevoir de l'argent, 2 dollars, 3 dollars, 5 dollars, puis un jour 30 dollars, 20 dollars, 50 dollars, puis un jour 2000 dollars, tu t'habitues à regarder, ok, j'investis, mais quel retour je vais récupérer? C'est pas j'investis sur un cheval, c'est j'investis, mais quel retour j'en attends? Et c'est pas quel retour j'en espère, c'est quel retour j'en attends. Et pour ça, tu as des Alors, chiffres, des graphes, toutes les données sont à mon, publiques. à mon avis, cette partie-là, je pense qu'elle méritera un podcast à part. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Et c'est effectivement une autre stratégie, et c'est une stratégie sur du long terme. Et effectivement, comme tu dis, soit tu travailles pour l'argent, soit c'est l'argent qui travaille pour toi. Et il vaut mieux être dans le second cas. Euh, je passe à la question suivante parce que je voudrais fermer ce sujet-là parce qu'il est vraiment Bien intéressant. sûr, bien Et il est sûr. riche, surtout. Euh, Est-ce que tu comparais, donc on parlait, le sujet c'est quand même comment se protéger des banques. Est-ce qu'on peut, depuis 25 ans, à peu près, sont apparus ce qu'on appelle les néobanques. Je vois plus tellement ce qu'elles ont de néo aujourd'hui. Il y a une génération qui s'est passée. Euh, mais si tu devais comparer les banques traditionnelles et ce qu'on appelle les néobanques, en fait, ou les finbanks, ça dépend des termes, est-ce que c'est une solution plus sûre, selon toi, ou est-ce qu'elle présente des risques spécifiques à considérer? La dernière fois que j'étais en France, c'était il y a, je sais pas, quelques mois, j'ai vu une pub sur un abri de bus, je me souviens, et c'était pour Boursorama, qui disait qu'en fait, ils annonçaient fièrement, et ils ont de quoi être fiers, avoir le meilleur service client. Donc c'est une banque qui n'est pas physique, il n'y a pas d'agence. Euh, ils annonçaient fièrement avoir le meilleur service client depuis plus de 16 ans. Donc, c'est juste, petit aparté. Donc, est-ce que les banques traditionnelles sont plus sûres? Est-ce que les néobanques sont plus sûres? Quelles sont celles qui proposent les meilleurs services? Quelles sont celles qui sont les plus réactives? Quelles sont celles qui proposent les meilleurs conseils? Moi, je sais que Alors, quand j'ai commencé à investir un petit peu en bourse, j'ai été voir ma banque, comme tous les blaireaux, hein, je m'excuse. La banque m'a dit, t'as qu'à aller sur le site web. Enfin, la conseillère m'a dit, t'as qu'à aller sur le site web.
Voilà à quoi c'est limité le conseil. Donc je me suis retrouvé seul face à un écran et j'ai commencé à apprendre, j'ai acheté des bouquins, j'ai demandé à des copains, dont toi, hem et voilà et donc je me suis retrouvé je me suis dit: «Mais en fait, même ma banque n'est pas capable de m'aider, ou elle veut pas, ou ils savent même pas le faire, je sais pas». Voilà, donc le pour et le contre, voilà, c'est ton avis, nous intéresse. C'est assez simple. Ça revient à comparer un paquebot à un hors-bord. Le paquebot, il va moins vite. Par contre, en cas de bourrasque, a priori, je dis bien a priori, tu demanderas au Titanic, il est plus stable. Le hors-bord, il va très vite. Et puis, il est classe. Par contre, en cas de rafale, tu sais pas. Et la réponse, c'est la même. Le véritable essor des néobanques, c'est justement commencé après la crise de 2008. Puisque les gens se sont rendus compte que les banques avaient des problèmes, ils ont dit, on va essayer autre chose. OK? On n'a pas eu de crise depuis dans le secteur. Et heureusement, bon, on l'a pas eu. Donc c'est compliqué de te dire la solidité de ces banques-là, des néobanques. Parce on l'a pas testé. Et tu peux me donner aujourd'hui, quand tout va bien, tous les rapports que tu veux. Le seul jour où tu sauras, c'est quand il y aura une crise. Donc, Donc en par fait, ce que contre, tu dis, c'est ouais, vas-y, pardon, fini. par Ah, contre, termine. Mmh. une néobanque a l'avantage d'être beaucoup plus simple à ouvrir, à mettre en place. Ça va beaucoup plus vite. Il y a moins de paperasse, il y a moins de frais aussi. C'est moins cher. Ouais. L'inconvénient en face, c'est que quand tu as besoin de service, typiquement, ben, c'est du service entre guillemets un peu low cost. Ça revient à comparer un peu Air France et Transavia. Ceci Alors, je étant suis dit, pas tout je suis pas excuse-moi, hein, je suis une pas seconde. tout ouais. Je vais juste finir sur ce que tu disais sur Boursorama et ensuite je mitige ce que je dis. Mais Boursorama a le titre, tu évoquais un petit peu les crypto-monnaies tout à l'heure, a le titre aujourd'hui de champion de fermeture des comptes soudaine, sans justifier et sans recours. Donc ils peuvent dire qu'ils ont le meilleur service client du monde depuis, 16 ans, c'est possible. Est-ce que ça En a un rapport attendant, avec les je connais j'ai entendu parler de ça, mais je j'ai pas été plus loin. Est-ce que c'est un rapport avec des gens qui achetaient des cryptos, des choses comme oui, ça? tout simple, absolument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont identifié sur le compte en banque un mouvement vers une plateforme légale et autorisée, hein, pour acheter des crypto-monnaies, Boursorama a dit: «Ben, on ferme ton compte. Merci et bonne journée». Donc ça, là, tu as aucun recours, hein. Quand c'est ça, c'est fini. Ils te disent, «Fournis-nous un IBAN, on t'enverra ton argent, sur le compte que tu diras. Merci, bonne journée», c'est fini. C'est sûr, Et il y a pas de aujourd'hui, raison. Il y a pas de raison. la raison, c'est: «Tu as fait de la crypto-monnaie». Ils te le diront pas comme ça, mais c'est la raison. Mais c'est pas illégal. De faire de la crypto-monnaie, non, mais ils vont te dire: «C'est pas non plus illégal de fermer ton compte». D'accord. On a le droit de choisir qu'on veut plus de toi. OK, on Heu, choisit nos clients. OK, d'accord, je comprends. Ensuite, sur le service, les néobanques proposent un service. Je parle de service client pour les types qui ont du mal à faire un virement, qui doivent amener des justificatifs et cetera. Quand tu connais pas les papiers à amener et que tu sais pas, quels sont tes droits, c'est sur les néobanques, des fois, c'est un peu compliqué. L'avantage, entre guillemets, dans une banque traditionnelle, c'est que tu as quelqu'un en face de toi. Est-ce que la personne en face de toi est plus qualifiée que le mec sur le chat en néobanque? Non. Mais ça donne une impression d'être plus en sécurité, c'est juste ça que je Parce disais. que parce que les banques traditionnelles, aujourd'hui, j'ai expérience, hein, du vécu, en France, tu y vas pas comme ça, il faut prendre rendez-vous. En ce qui me concerne, ils ont des locaux magnifiques, super bien placés, mais vides. Il y a deux personnes dedans. Donc, bon, ils font des zooms toute la journée. C'est assez impressionnant. C'est vide, c'est vraiment vide. Ils ont de l'immobilier, ils ont du foncier, quoi. Pour aller voir ton conseiller, donc, il faut prendre rendez-vous. Et c'est pas tout de suite, tu as minimum une semaine d'attente. Si tu veux retirer, si tu as un coffre et que tu veux retirer ou ouvrir ton coffre, même chose, c'est pas immédiat. Bah, tu peux pas taper à la porte moi, j'ai connu une époque où tu rentrais dans ton agence bancaire, tu t'asseyais, tu avais un conseiller en face de toi, ils étaient plutôt sympas, parfois ils t'offraient même le café et tu sortais, tu avais une discussion, tu parlais de ton argent et tu ressortais, tu étais plutôt satisfait. C'était une relation finalement entre un commerçant et un client, un échange client-commerçant, commerçant-client. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mmh. Aujourd'hui, les Mais tu banques parles de l'époque, traditionnelles
qui n'existe plus, une époque qui n'existe plus de toute façon. Je parle d'une époque où c'était l'essor, où le métier de banquier était un métier Ouais, avec une super exact, réputation. C'était un rêve. exact. Ouais. Aujourd'hui, qui veut devenir conseiller bancaire? Je dénigre personne, mais c'est pas un des métiers les plus recherchés du monde. C'est C'est du low aujourd'hui, cost, ouais. Mmh. aujourd'hui, la tendance, tu parlais des locaux, la tendance, c'est de fermer des agences. Pourquoi? Exact. Pour se rapprocher du modèle néobanque. Parce que tes conseillers peuvent très bien travailler de chez eux, dans leur salon en pyjama et répondre aux clients de la même façon que ce que font les néobanques, plutôt que d'avoir des bureaux qui te coûtent cher à entretenir, à nourrir, et cetera, pour rien. Et en fait, qui sont là que pour te rassurer, en fait, c'est tout. C'est juste une interface, en fait. OK et donc pour plutôt banque traditionnelle, plutôt néobanque ou les 2? Qu'est-ce que tu recommanderais? Mmh. Écoute, moi, je sais me débrouiller avec la paperasse, donc je te dirais néobanque. Pour les gens qui savent être patients et faire les process comme il faut quand il y a besoin de temps en temps, je te dis néobanque. Les gens qui sont un peu plus inquiets, et qui ont besoin d'être rassurés régulièrement, je te dirais les 2. Rester dans banque traditionnelle, ça, je te conseille pas du tout. D'accord. Déjà pour un problème de coût, c'est parce que c'est trop cher ou enfin C'est ils aussi sont une beaucoup histoire plus chers. de diversification. Si tu diversifies tes actifs, tu diversifies aussi tes comptes bancaires. Si Ouais, jamais, d'accord. si jamais tu as, le site de ta banque qui est, piraté, bah, tant qu'ils n'ont pas réparé la panne, tu foutu. Non, mais ça arrive tous les jours. Enfin, je vais pas dire que ça arrive tous les jours, mais en tout cas, ma banque en France, je reçois régulièrement des alertes, phishing, enfin, donc toutes les alertes classiques qu'on connaît sur Internet depuis des décennies, parce que ils sont sans arrêt, comme toutes, je pense, comme toutes les banques, ils sont sans arrêt attaqués. Ils ont les services qu'il faut derrière, mais en attendant, il y a toujours des arnaques, des scams, et ainsi de suite, où on se fait appeler, on reçoit des SMS, on reçoit des Absolument. emails et ainsi de suite, hein. Voilà. Donc ils sont pas forcément, eux sont protégés, mais en fait, nous, le client, le particulier, l'individu, il n'est pas forcément au fait de tout ça. Et bon, OK. Et est-ce que tu verrais donc, toi, tu privilégies la diversification. Encore une fois, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ce qui est tout à fait compréhensible. Les alternatives au système bancaire classique, est-ce que tu penses que des solutions comme, alors, tu en as parlé, hein, les assurances vie, la bourse, l'or physique, les cryptos éventuellement, heu, le dollar, L'assurance vie, ou est-ce que l'assurance vie, c'est excuse-moi, je te coupe, c'est un moyen d'arbitrer entre un dépôt monétaire type livret A et un dépôt, et un achat d'actions. Puisque l'assurance vie alors te propose et tu on a choisis besoin que tu toi-même expliques. le On a besoin que tu expliques ce que c'est déjà le mot arbitré. OK, très simple. Dans ma main droite, j'ai des actions. Dans ma main gauche, j'ai un livret A. OK, on va faire simple. Le livret A m'amène 1%, soyons fous, et les actions m'amènent 10%. Par contre, le livret A, je peux pas perdre d'argent. L'action, enfin sur le papier, l'action, je peux perdre de la valeur. On est d'accord? Mmh mh. Bon. Soit j'ai les nerfs bien accrochés et je dis: «Je vais faire moi-même les 2 et arbitrer, ça veut dire décider de combien j'investis dans ma main droite et de combien j'investis dans ma main gauche. Je peux aller sur du 80-20%, je peux aller sur du 50-50%, je peux aller sur du 100%, 0%. Ça, c'est moi qui décide. Mais je peux faire et c'est une réflexion que j'ai avec moi-même ou alors, j'ai pas envie d'avoir ça en tête. J'ai envie de me dire qu'il y a quelqu'un de mieux qualifié que moi qui travaille pour moi. Je place l'argent dans l'assurance vie, je remplis un questionnaire de 4 questions ou 5 questions qui va définir ce qu'on appelle mon profil de risque, pour justement définir cette fameuse pondération, 80-20%, 50-50%, 70-30, et cetera. Et en fonction de ça, bah, l'assurance vie, les gens derrière vont investir mon argent à ma place. Donc ça fait un arbitre, ça fait une pondération simple de, à la fois, les dépôts en monnaie et à la fois les dépôts en actions. Est-ce que je recommande? C'est un prestataire de service. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu es capable, de remplacer ton lavabo tout seul, tu fais appel à un plombier? Si tu es capable, tu le fais tout seul et si tu as assez d'assurance évidemment, et de confiance en toi. Si jamais tu es pas capable, tu appelles un plombier. Bah, si tu es capable ou tu te sens capable d'investir ton argent toi-même, tu le fais tout seul. Si tu t'en sens pas capable ou la patience, bah, tu appelles le plombier, à savoir l'assurance vie. Ouais, ou tu apprends à le faire.
Tu- Ça, c'est la première solution. Ouais, 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 exact. Donc, alternative au système bancaire classique, donc on a parlé, ok, les assurances vie, j'ai compris, il y a un intermédiaire. La bourse, on en a parlé. L'or physique, est-ce que tu penses que c'est une alternative en fait intéressante? Alors, on ne dit pas du tout, on fait pas du conseil ici, on ne dit pas du tout qu'il faut le faire ou enfin, l'acheter ou pas, mais concrètement, acheter de l'or physique, est-ce que pour toi, il va continuer à monter? Euh, j'ai un ami qui, lui, a acheté massivement du dollar. D'accord. Donc, moi, je lui dis il allait sans doute baisser après les élections et pour des raisons économiques. Lui, il a préféré investir massivement dans le dollar. Euh, voilà, est-ce que l'argent doit dormir dans le coffre, tout simplement? Est-ce qu'on doit avoir des cryptos? Comment, en fait, quelles sont les alternatives au système bancaire traditionnel, que ce soit banque classique, traditionnelle ou néobanque, hein, peu importe. Alors, assurance vie, on en a parlé. Or physique, Mm. j'assimile ça aujourd'hui à de l'action. Parce que c'est des marchés financiers. L'or, l'argent, les matières premières, j'assimile ça à un marché financier. D'accord? Ça veut dire qu'il faut savoir ce que tu achètes. Il faut être capable de faire ça sur du long terme. Je rappelle, les marchés financiers, sauf si tu investis entre guillemets n'importe comment, hein, Mhm. mais les marchés financiers, ton espérance de gain, c'est une période à partir de 14 ans d'investissement, c'est 99,7%. Ce que ça veut dire, c'est que si tu investis attention, je parle des trucs solides. Donc si Mhm. typiquement tu investis dans un indice, tu as 99,7% de statistiques, hein, de pourcentage d'espérance de gain, sachant que la moyenne des marchés financiers, peu importe quelle période de 10 ans tu étudies, la moyenne sur 10 ans, c'est toujours 10% annuel. Ça, c'est ma réponse. Dedans, je t'inclus l'or, l'argent, le bronze, le nickel, le blé, bref, les matières premières. Donc, si je reformule, tu dis que sur 10 ans, tu as une expérience, donc 10 ans en investissant régulièrement et sans toucher au profit, tu dis que sur 10 ans, il y a une expérience de gain de 10%, c'est bien ça? Mais qu'en fait, la vraie 10%, espérance de gain, c'est ça? 10% annuel. Annuelle, ouais. Et donc, mais la véritable, comment dire, envolée, elle va arriver après, en fait, au bout de 15 ans, entre 15 et Non, 20 ans, c'est ça? Non, non, non. ok. C'est juste que les marchés financiers, c'est des cycles. Donc, t'as des années où ça monte, des années où ça baisse. On l'a vu là, hein, 2023 était une année Ouais, bien sûr. spécialement compliquée. Bon. Donc, quand je te prends une période de 10 ans, je sais que peu importe si ça monte, si ça, typiquement en 2008, hein, tu prends 2000-2010, si tu avais investi donc on dit période de 10 ans, si tu investis 1er janvier 2000 et que tu regardes au 31 décembre 2010, malgré la crise au milieu, tu auras fait à peu près une moyenne de 10 ans annuelle. Parce D'accord, que ça a tellement monté avant que la crise n'aura pas tout mangé. C'est pour ça que quand d'accord, on parle par exemple de... Je vois des gens, ça c'est quelque chose qui m'intéresse tout le temps, je vois des gens parler de j'attends que ça baisse pour acheter. C'est bien, c'est du trading, c'est intelligent, très bien. Sauf que si ça monte 10% par an, avant que, je dis n'importe quoi, dans 5 ans ça baisse, dans 5 ans ça peut prendre 30% de baisse, bah, tu ne seras pas au prix d'aujourd'hui, hein. ouais. Donc tu auras perdu de l'argent. Hmm. Acheter du dollar, les marchés, ce qu'on appelle le FX, hein, les marchés de monnaie, d'accord, ça demande un savoir-faire qui est réservé aux experts des experts. Ok. Pour te donner un Alors, exemple, lui, la paire euro-dollar, elle tourne entre 1 et 1,10. OK? Ou si je suis plus large, entre 0,9 et 1,10. Ça veut dire que dans une amplitude de 20 centimes, tu vas aller générer de l'argent. Bah, comme je dis, tu as intérêt à être sacrément costaud parce que tu t'enrichiras pas comme ça. alors, je pense qu'il l'a fait dans une autre optique, hein. Mais Ça, c'est autre chose. lui, Je commente pas voilà. ton ami, mais Voilà, on s'est compris. Question suivante, si tu as terminé cette partie-là, comment oui, savoir si ma banque est en bonne santé? En fait, les banques, on a compris, tu nous as expliqué que les banques, en fait, elles jouaient avec ton argent, elles jouaient sur les marchés avec ton argent, mais qu'en fait, elles dépendent des marchés et que si ça s'écroule et que tout le monde vient, c'est des conditions qui sont
pas si éloigné de notre situation actuelle, hein, de notre réalité. Si tout le monde vient réclamer son c'est arrivé en 2008 en Grèce, hein, faut pas c'est si tout le monde vient réclamer son argent, en même temps, c'est ce qu'on appelle un bank run. Donc, comment savoir si ta banque ou si tes banques sont en bonne santé? Parce que en fait, leur truc, il est basé sur un marketing ils ont tout compris au marketing, hein, et c'est essentiellement basé sur la confiance. Tu as confiance parce que, tu as ton agence bancaire au coin de ta rue, parce que ça fait 20 ans que tu vois, telle marque ou telle marque ou telle néobanque, peu importe. Et tu te dis: «Bon, bah, ils sont inscrits dans ton paysage, dans ton quotidien», tu te dis: «Bon, bah, c'est costaud, quoi, c'est une banque». En fait, non, c'est des entreprises derrière qui, doivent réaliser du profit et qui doivent vivre. Voilà. Donc comment savoir si ta banque est en bonne santé? C'est compliqué à suivre, je vais pas te cacher. La première chose, c'est d'abord de regarder suivre les plafonds de retrait, hein. Je me rappelle, pendant le commencer, tout de suite, à mettre attention, on retire pas plus que, 1 500 €. C'était avant que cette réforme-là soit en place, hein. Raphaël, on va se faire blacklister si tu continues à utiliser ce terme-là. Pendant la pandémie, Pardon, donc il y a eu pendant la voilà, fais pandémie. gaffe. Pendant la pandémie, Excuse-moi. il y a eu des non, c'est l'algorithme qui est derrière, c'est tout, quoi, en fait. Pendant la pandémie, il y a eu des moi, je l'ai vécu, hein, donc j'ai été très réactif parce que j'étais préparé à ça, mais je l'ai vu assez rapidement, il y a eu des plafonds, immédiats, en fait. On a limité donc en fait, si vous vouliez retirer votre argent, si vous aviez des disponibilités sur le compte et que vous vouliez retirer votre argent, bah, on vous a dit: «Bah, non, maintenant c'est limité. Le plafond est limité». Voilà. Quelle que soit la carte de crédit que vous ayez, enfin, ou la carte de retrait que vous ayez à ce moment-là, peu importe. Après, donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, tu peux aller suivre, tu as des observateurs, tu as des indices de solidité des banques. Typiquement, je peux te donner, je peux te citer l'Observatoire de la compétitivité durable, l'OCDE, qui lui te permet tu choisis un pays et te donne un score, des banques dans ce pays-là et ça te permet de savoir à peu près, ce qu'il en est. Donc ça, c'est lié aussi aux systèmes de notation internationaux des pays? Non, c'est un indice indépendant qui te permet, alors évidemment, c'est pas sur tous les pays, mais ça te permet de savoir à peu près où est-ce que tu en es. Après, évidemment, OK. tu peux aller lire, les documents de la banque en France, de la Banque de France, qui te donne l'ACPR, donc c'est l'autorité de contrôle prudentiel et réglementaire de la Banque de France, qui te donne, la situation des grands groupes français, OK? Donc qui te donne, des chiffres et cetera. Est-ce qu'elle va te dire telle banque est en danger? Non. Elle te donne, à peu près, des éléments. Le premier élément, je te l'ai dit, hein, c'est les plafonds de retrait. Il faut suivre les informations. Typiquement, en préparant, vraiment, brièvement cette vidéo, je me suis rendu compte que cette année, il y a 3 banques en France qui ont fermé et attention, on parle de Orange Bank, donc la banque en ligne d'Orange, hein, qui est Mmh. l'opérateur téléphonique. 800 000 clients qui vont se retrouver avec de l'argent qu'ils vont devoir, virer sur un autre compte. Donc, tu as aussi, Ma French Bank, qui est la banque en ligne de la Banque Postale, qui est quand même un organisme qui est censé être, solide. Et enfin, et pas des moindres, HSBC, qui est quand même une des plus grandes banques du Ouais. monde, qui a Mmh. fermé en France et qui est devenu, CCF, Crédit Commercial de France. Bon, alors évidemment, dans ces cas-là, tu peux récupérer ton argent et c'est évidemment une galère, mais tu peux le faire. Mais Mmh. en suivant ça, ça te permet tu te rends compte que pour le coup, on parlait des banques en ligne un petit peu, heu, ne s'improvise pas de banque qui veut, puisque même des organismes plutôt sérieux, hein, Orange, Banque Postale, Ou c'est HSBC sérieux et aussi. réputé. Mmh. C'est sérieux et réputé et pourtant ils ferment leur banque en ligne parce qu'ils n'y arrivent pas. Est-ce qu'on va pas vers de la fusion-acquisition, donc des rachats, en fait? Moi, j'ai vraiment le sentiment que les plus grandes banques, en fait, vont racheter les banques, de taille moyenne et les petites banques, en fait, celles qui sont les moins costauds vont être avalées, ou vont disparaître, tout simplement. J'ai C'est ce qui se l'impression que passe aux l'argent États-Unis. c'est pour ça que je le dis. Je vois ça comme une concentration, en fait, en fait, c'est toujours la même chose, c'est les gros poissons mangent les plus petits.
Et Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, jusqu'à ouais. jusqu'à ce que tu as un petit poisson qui arrive que personne n'avait vu venir Mmh. et qui ouvre une voie à tous les autres petits poissons qui du coup se barrent, laissant les gros poissons entre eux. Ça, pour te donner un exemple, je vais te donner l'exemple du téléphone. Qui était le mastodonte du téléphone au début du téléphone portable? Ouais, Nokia, tu vas me parler de Nokia et d'Apple. OK. Merci. Ouais. Apple qui était pas vraiment un débutant dans le domaine, mais qui était un débutant en tout cas dans le domaine de la téléphonie et qui a pris le Apple qui a failli marché en fermer surtout en ouais, 95, je te rappelle. ouais. Eh oui, je sais, je me souviens bien. Hem, OK, OK et par rapport à une question très technique, pas très simple en fait, qui va intéresser parce que notre audience, justement, on parle d'éducation financière, mais je pense qu'elle est, d'après les sondages en tout cas, les gens ont besoin d'avoir quelque chose de très simple en fait, je peux comprendre. Mhm. Comment vaincre l'inflation aujourd'hui? Comment vaincre l'inflation? Investi. Comment faire? Déjà, l'explication de l'inflation, il faut bien comprendre que c'est 2 par an. C'est l'exemple que tu as donné, qui est un exemple en fait, ça a été beaucoup plus que ça. Mais en fait, ça se cumule et il y a un indice qui fait que ça coûte plus cher en fait, ça se calcule, hein, très simplement, mais ça coûte plus cher que même les pourcentages qui sont indiqués et qu'on revient jamais en arrière. C'est ça le truc. Donc la vie coûte plus cher. Donc comment est-ce que les gens peuvent en fait finalement ils ont un salaire, je sais pas, on va donner 1 000 €, voilà. Comment avec ces 1 000 €, ils peuvent en fait arriver à vaincre l'inflation? Pour illustrer l'inflation, je reviens dessus, mais c'est très important que les gens comprennent ça. Il y a un indice en France qui s'appelle l'indice baguette. D'accord? C'est le prix d'une baguette, pas en euros, mais en temps de travail. Ouais, OK? alors j'appelle ça le terme utilisé dans les affaires, c'est l'indice, heu, comment il s'appelle? Le Big Mac. C'est combien de temps tu vas travailler pour t'offrir un Big Mac ou combien de temps tu vas travailler pour t'offrir une baguette? Voilà, je vois. Voilà. En 1970, tu avais besoin de 10 minutes, à peu près. Mmh En mh. 2022, tu as Mmh. besoin de 5 minutes. Donc là, tu vas me dire, attends, c'est super. C'est-à-dire que le pouvoir Ouais. d'achat a augmenté. Mmh. Bah, en fait, non. Parce que si je regarde le prix de la baguette de pain elle-même, en 1992, elle était à 0,53 centimes d'euros. Mmh mh. Aujourd'hui, en septembre 2021, elle était à 90 centimes. Et donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'indice baguette a servi aux États pour dire on remonte le SMIC. Et donc, d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue artificiel, le temps de travail que tu as besoin pour te payer une Psychologique, baguette va bien sûr. baisser. Ouais, Ah, ouais, bien bien sûr. sûr. Mais en vrai, puisque le SMIC augmente, le prix de la baguette augmente aussi. Ça, c'est ce qu'on voit pas forcément. L'inflation, c'est de combien augmente le prix des choses sur un an. Et Elle est si 2% que je t'ai cité, elle est très compliquée à calculer l'inflation parce que les chiffres qu'on nous annonce en fait, moi j'ai regardé un petit peu, en fait ça annonce, d'abord c'est sur une période de temps et puis en fait il faut que tu achètes une télé, un frigo, c'est pas des achats qu'on fait tous les jours. Ce qu'on fait tous les jours finalement, c'est quand tu vas au supermarché, ou une fois par semaine et que tu vas acheter tes carottes, du sel, de l'eau, des couches culottes pour tes gosses, enfin des choses comme ça quoi. C'est ça le quotidien des gens, c'est ça. C'est la note au restaurant quand ils ont la possibilité d'y aller, c'est, c'est le prix de l'électricité, le prix du chauffage, voilà, c'est plus ça. Tu achètes pas un frigo tous les jours ou une machine à laver, tous les jours non plus. Et pourtant ça fait partie du calcul de l'inflation. parce que c'est une façon de diluer le chiffre, tout simplement. On est d'accord. En fait, Juste pour finir l'inflation, sur la baguette, l'inflation est quand même beaucoup plus élevée que enfin, c'est là où je voulais en venir. Les prix ont augmenté plus que ce qu'on nous annonce. En réalité, évidemment. évidemment, hein, voilà. Moi, j'ai vu des La produits fameuse, alimentaires augmenter de 100. J'en revenais pas. 100 pour des choses très simples, hein. En fait, c'est, combien tu es prêt à payer et voilà. En fait, on cherche des pigeons, c'est à peu près ça l'idée. la fameuse baguette de pain, elle était à 2 centimes d'euros en 1950. 2 centimes. Aujourd'hui, en 2024, elle est à 1 euro et 2 centimes.
OK? Je vais aller plus loin. Deuxième solution qui est utilisée pour diluer les chiffres d'inflation, je vais pas t'augmenter le prix. Par contre, la baguette de pain, le poids réglementaire jusqu'en 1970, c'était 300 grammes. Et ensuite, ils l'ont passé à 250 grammes. Donc, t'as pas l'impression de payer plus cher, tu payes pas plus cher. Tu as juste perdu 50 grammes de pain. Ouais, classique. Je vois très bien. Et moi, je me rappelle d'un épisode, je crois que j'ai dit dans un autre des podcasts, c'est le passage en l'an 2000, passage à l'euro. Euh, il y avait que ma femme et moi, mais pas d'enfants, pas encore d'enfants. Et donc, les courses, c'est moi qui les faisais. Et je savais que donc on était en francs, c'était juste avant l'an 2000, juste avant le passage à l'euro, pardon. Et ça me coûtait toutes les semaines, je crois que je sais plus, tous les 10 jours, je me souviens plus, 500 francs. C'était un billet de 500 francs à Pascal. Et ok. Et je faisais les courses toujours au même endroit. Passage à l'euro, on nous garantit 6 mois avant que les prix vont être gelés, sont gelés. Et on nous garantit que 6 mois après le passage à l'euro, les prix vont être gelés aussi. Donc en fait, il y a une période de 1 an glissant, 12 mois glissants, pardon, qui font que tes prix vont pas bouger. Ben, en une semaine, donc passage à l'euro, je continue à faire mes courses, toujours la même chose, toujours le même endroit. On est passé de 500 francs à 100 euros. Mais en fait, le rapport, 100 euros, c'est pas 500 francs. À l'époque, 100 euros, c'était 660 francs, avec des prix gelés. Voilà. Et c'est passé comme une lettre à la poste, hein. C'est le truc qui est passé, ça a glissé, comme ça. Donc, Je ouais, je m'excuse d'avance dans ce que je vais dire. L'inflation est souvent accompagnée d'un deuxième effet. Ça, c'est un de mes profs aussi en finance qui le disait. Et ça s'appelle l'inflation. c'est pas beau, ça. Non, mais c'est Ça vrai. correspond bien. C'est pas mal. J'ai peut-être changé le titre de la vidéo, du coup. C'est pas mal du tout, ça m'a fait rire. Ok. Et donc, pour lutter contre l'inflation, est-ce que tu as des solutions? Le placement Il y en a qu'une boursier, seule. on a compris. Hmm. Il y en a qu'une seule, c'est investir. Investir encore et toujours. Et investir de façon régulière. Parce que dire j'investirai quand j'aurai de l'argent, c'est la meilleure façon de se retrouver à zéro. Bah oui, Il faut évidemment. investir de façon régulière, quitte à faire un virement automatique. Tu fais un virement Ouais. automatique vers ton compte titre, vers ton PEA, vers ton livret A si tu veux, même si je ne conseille vraiment pas, Hmm. sans donner de conseil financier, bien sûr. Mhm. Euh, Même des petits mais tu le fais montants, hein, peu automatiquement. importe. Voilà, même des Même petits montants, 50 c'est. euros. Même Ouais. 50 euros. Je vais donner. Tu parlais du Bitcoin. Hmm. C'est quand même quelque chose que je peux mentionner. Il y a un Hmm. type qui a mis pendant 10 ans 30 euros J'ai vu, j'ai vu de l'histoire. J'ai Bitcoin vu dans le l'histoire. Bitcoin tous Ouais. les jours pendant 10 ans. Il a Et investi il était, 86 510 euros. il était très jeune. Il a 22 ans aujourd'hui, le bonhomme. Donc, il a investi très jeune j'ai lu son histoire. Je m'excuse, mais je reprends le dossier. J'ai lu son histoire. Il a fait ça exactement pendant 8 ans. Il s'est privé. Il a bossé. Il faisait des horaires du soir dans des fast-food, ainsi de suite. Il raconte son histoire. Il dit, je me suis vraiment privé. Tous mes amis y sortaient et moi, je pouvais pas. Et il a fait ça pendant 30 euros par jour, 15 euros le matin, 15 euros le soir, en automatique pendant 8 ans. Et ça n'a pas été facile pour lui. Et personne ne le comprenait Au, to- évidemment. Et aujourd'hui, il se retrouve, je te laisse terminer. Au total, il a investi 86 518 euros, si je ne me trompe pas. Ouais. D'accord? 86 500, Mmh, on va dire. mmh, Aujourd'hui, son portefeuille a dépassé le million. ouais. Et il a Et 22 ans. ça, C'est alors, beau. tu vas me dire, c'est le Bitcoin. Mmh, Tu ferais la même chose sur l'or. Tu fais la même chose sur les actions. Tu fais un calcul très simple. Tu achètes 30 euros d'actions tous les jours. Tu achètes de l'indice, hein, pour être très simple. Tu achètes du CAC 40, tu achètes du Nasdaq. Vraiment très, très, très simple. Tous les jours. Si tu considères que chaque euro que tu mets, il fait 10% par an, et que ça se compose à chaque fois, bah, tu comprends que tu gagnes c'est de l'argent très mathématique. vite. Et pour le Tu coup, gagnes. là, c'est Ouais, exponentiel. ouais. Premières années, c'est compliqué. Mmh. Et au fur et à mesure, tu éclates des Alors, plafonds avec ça, hein. il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais 30 euros par jour, ça fait 900 euros par mois. Moi, je gagne, je sais pas combien c'est le SMIC, mais on va dire que c'est Bah, dans ce 1400 cas-là, balles. eh Tu ben, peux 1 euro pas. par jour. Un Eh euro ben par voilà, jour, 2 euros exactement. par jour. Donc, faites-le. Ce qu'on vous recommande, c'est faites-le en automatique, quel que soit le montant, ce que vous pouvez, que ça soit 3 euros, 5 euros. Mais faites-le. En fait, c'est la C'est un meilleure chose changement de que vous puissiez mentalité. faire. Voilà. Et vous allez C'est un plus voir changement le de monde de la mentalité. même façon. Vous allez plus voir le monde de la même façon et vous n'allez pas regarder l'argent de la même façon.
Vous allez Je comprendre vais te quand on dit citer, que le temps, c'est de l'argent, vous allez comprendre ce que ça signifie. je vais te citer quelqu'un que j'apprécie beaucoup puisque c'est ma femme Oh! qui, que j'ai initié au monde de l'investissement et des marchés financiers. On s'est retrouvés devant des AirPods, donc les écouteurs Apple, pour pas faire de pub, et elle me dit, mais attends, les actions, les AirPods, c'est le prix d'une action Apple. Bah, à choisir, je préfère acheter une action Apple. Bah, elle a tout C'est aussi compris. simple que ça. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai vécu ça. Alors c'était pas pour des AirPods, mais OK, combien ça coûte? Bah, tu sais quoi? Je préfère acheter une action Tesla. Je m'en fous, elle est peut-être un peu haute en ce moment, mais je préfère acheter une action Tesla et j'attends. Parce que là, c'est juste un produit bien packagé, qui finalement a été fabriqué en Chine. OK, je vais avoir quelque chose de sympa, machin, mais ça reste un objet. Au bout d'un moment, il va être dépassé, il va prendre la poussière, il va se casser, peu importe. C'est une façon de voir les choses et c'est pas forcément se priver, c'est surtout, acheter intelligemment, on va dire. Dépenser enfin consommer intelligemment. OK, je Regarde, vois très bien, les, Air- mmh, les AirPods dans 3 ans, combien ils vaudront? voilà, c'est ça. Zéro. Zéro. Mmh, L'action Apple, tu vas me dire, dans 3 ans, il y a peut-être une crise. Elle vaudra peut-être 200 plutôt que 250. 200, c'est toujours 200 plus que zéro. on est d'accord. Et dernière question, quels sont donc on refera un autre podcast sur les dividendes, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, mais on est en train d'amorcer le sujet en fait. Dernière question, quelles erreurs, moi j'ai mon avis aussi, hein, quelles erreurs éviter avec son épargne, avec son argent, quel que soit le montant? Je vais commencer la réponse et puis je te laisse conclure. Moi je pense que le plus Vas-y. important, c'est de faire attention à pas croire au miracle. Je pense qu'il faut vraiment je mettrai une liste de livres, dans la description, ils sont tous disponibles chez Amazon. Hem, je pense qu'il faut faire surtout très attention aux formations, que vous pouvez acheter en ligne. Il y a beaucoup de gens qui en fait, la plupart des gens en fait, ce paradoxalement, les gens qui sont les meilleurs investisseurs, ils vont pas faire des formations en ligne. Ceux qui font des formations en ligne, c'est ceux qui savent se vendre, qui savent vendre leur, contenu. Il faut faire très attention. L'investissement, je pense pas sincèrement on peut trouver des choses parce que tous les mensonges sont basés sur du quelque chose de vrai, hein. Mais je pense pas qu'aujourd'hui, vous devriez acheter je vais pas me faire des amis là, mais des formations sur TikTok ou Instagram, ça me semble un peu léger, quoi. On vous promet toujours monts et merveilles et en fait, dans la réalité, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, faut prendre le temps aussi de se former, d'apprendre. Faut essayer de s'entourer des bonnes personnes. Heu, voilà, c'était mon petit conseil pour les erreurs à éviter avec l'épargne. Je te laisse conclure. Je vais démarrer par ce que tu viens de dire et je vais finir par ce que je comptais dire initialement. Les formations, etc., je suis d'accord, je partage ton avis complètement. Les mecs qui te disent, je vois notamment sur Twitter, sur TikTok, etc., de 0 à 100K en un mois, en 2 mois. Ouais, ok, d'accord. Merci. C'est comme les types qui te disent sur Twitter, j'ai réussi avec 5 outils gratuits à générer 5000K de chiffre d'affaires par mois sans rien faire. Ok, d'accord, merci. Je mets un petit bémol. Je connais personnellement deux, trois types qui font de la formation, mais qui font pas que ça, et qui le font parce qu'ils voient ça comme une mission, si tu veux. Je connais un type, je donne pas son nom parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub, mais je connais un type qui, c'est un des meilleurs traders de la place que j'ai jamais vu, hein. Franchement, le type, je le suis depuis longtemps, il est extrêmement fort et il partage ses trucs en avance. Donc tu sais ce qu'il a fait et tu sais qu'il est pas en train de te mentir. Ceci étant dit, le type, il a un groupe gratuit et il donne plein de conseils dessus gratuitement. Pourquoi? Parce que, mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Le mec, il est malade, il a une maladie auto-immune. Et ce qu'il a envie de laisser en héritage, à sa famille, il va laisser son portefeuille. Et je m'inquiète pas pour eux, son portefeuille est bien rempli. Par contre, il laisse en héritage une communauté à qui il aura appris à s'en sortir. Mais ce genre de type, c'est rare. Donc, par défaut, on évite. On peut toujours Ouais, regarder de loin pour suivre et ça me fait penser à quelqu'un que j'avais rencontré dans le monde des affaires, il avait 800 employés, en France, hein, 800 employés, et c'est le genre de personne qui, avec une phrase,
il t'ouvre des horizons et il te le donne gratuitement parce que pour lui, il est devenu généreux, quoi. Il a envie de passer quelque chose. Ça, c'est à comparer avec un consultant qui vient pour te vendre, finalement, ses services mais je vois à peu près ce que tu veux Ouais. dire. C'est des gens Donc, rares et ce qui est rare c'est est rare. précieux et ça a de la vraie valeur, ouais. Donc ça, c'est pour répondre sur ça maintenant. L'erreur à éviter, je l'ai résumé en une seule phrase, c'est une citation. J'ai un copain qui m'a conseillé de. Ça, Ouais. c'est la pire erreur. Pourquoi? Parce qu'en disant ça, tu dis, je me fie sur l'avis de quelqu'un d'autre, donc je m'exonère d'aller faire mes recherches et mon Oui, ça analyse. c'est no brain, je réfléchis pas, c'est que mes impulsions finalement. Je le fais parce que quelqu'un m'a dit, ou je vois mon voisin, il a acheté une action, et ça, je vais te dire, c'est arrivé à des gens de ma famille, donc je peux te le raconter, hein. Une action qui à l'époque s'appelait Eurotunnel, donc qui est le fameux tunnel sous la Manche, La etc., Manche, ouais. Mmh. qui faisait pendant 3 ans, qui a fait des performances de dingue. Moi, je connais quelqu'un qui en a acheté des caisses, et plus le truc tombait, plus le mec il en rachetait. L'action a fait faillite, quasiment. Ce genre de truc, c'est très dangereux. Donc, Ça me c'est fait la vraiment première erreur. penser ça me fait vraiment penser au casino. Bah, quand j'allais à C'est la même Vegas, je me chose. souviens. Voilà, je voyais je suis pas joueur, donc j'allais au casino, je jouais un peu à la machine à sous, mais je regardais surtout les tables de blackjack, à l'époque, c'était marrant et je voyais qu'il y a un effet, c'est psychologique, il y a un effet, en fait, j'ai appris beaucoup sur moi et sur les gens à ce moment-là, juste en observant. Je vois qu'il y a un effet gambling où quand le bonhomme il perd, il veut pas lâcher. Il se dit: «Je vais me refaire» et il brûle et en fait, le seul qui gagne, c'est la banque dans ces cas-là. Bah, Mais je vois très c'est bien le principe. ouais, c'est le principe. C'est le Ouais. principe. Donc, la principale erreur, mais je vais te dire, c'est la seule, c'est de se fier à un avis extérieur. Parce que tu peux écouter, ça nous est, même entre toi et moi, c'est arrivé que je te donne mon avis, je Mmh. le ferai pas évidemment ici, mais que je te donne un avis sur un truc ou un autre, mais ça va toujours avec, mais regarde quand même. Bah oui. Tu vas pas investir juste sur ce que je te dis, tu vas regarder, parce que je t'en parle, tu vas aller regarder, mais tu vas regarder, tu vas analyser. À titre personnel, je rentre dans rien, avant de m'être imposé 3 heures d'analyse fondamentale. Analyse fondamentale, c'est pas aller analyser le graphe sur Boursorama en me disant, OK, il a une tête de canard, donc le prochain point, il est là ou là. C'est me dire, OK, qui est l'entreprise ou le projet? Comment ça marche? Qui fonde? Qui est aux commandes? Qu'est-ce que ça fait sur les 5 dernières années d'un point de vue résultat, dividende? Quelle est la roadmap? Qu'est-ce qui est prévu pour les prochaines années? Quelle est l'actualité de ce domaine? Et cetera, et cetera. Et ça me prend aujourd'hui, avec un peu d'expérience, 3 heures. Fut un temps, ça m'en prenait 5. Mais c'est obligatoire. C'est Je suis d'accord. obligatoire. La principale erreur que tu puisses faire en épargne, c'est de pas faire ça. C'est de te dire, banco, j'y vais. Le bitcoin, j'y comprends rien, j'y vais. L'or, j'y comprends rien, ça monte, j'y vais. L'avantage de Bah, l'or, tu peux te planter, et tu te planteras pas trop non plus. ouais, Mais, exact. mais acheter de l'action Nvidia, typiquement, Nvidia, c'est un super exemple. Il y a des mecs qui ont acheté au sommet. Quand tu achètes, parce que tu entends ta concierge qui s'est enrichi avec Nvidia, c'est ce que je disais au début, hein, c'est trop tard. C'est plus le moment. Au Donc ça, contraire, c'est c'est la le moment de principale sortir. erreur. Ouais. Deuxième erreur, et je finis sur ça, c'est de pas avoir de plan. Parce que si tu comptes sur toi au moment de stress pour te faire un plan, t'es mort. C'est mort. T'apprends Je pas. suis d'accord. Mmh. C'est pas quand tu es en train de partir dans le décor que tu apprends à conduire. Tu as appris à conduire avant, sinon tu n'aurais pas le volant. Parce que justement, ta formation te permet, quand il y a un pépin, d'être à peu près capable de réagir. Et encore pas toujours. Si tu attends d'avoir une crise financière pour te dire qu'est-ce que je fais maintenant, quand est-ce que je vends mes actifs, ou qu'est-ce que je fais avec, ou est-ce que j'achète ou pas, t'es pas capable de réfléchir. Personne n'est capable de réfléchir. Les meilleurs investisseurs et les meilleurs traders, c'est les mecs qui ont un plan en avance. C'est comme dans Warren les Buffett, affaires. Ouais. Warren Buffett, qui est l'investisseur numéro un de notre époque, hein, pour être Mmh. très clair, le seul qui est capable de battre le marché. Le type, il a vendu des actions Apple cette année, pas parce qu'il pensait quoi que ce soit, parce qu'il avait décidé depuis longtemps
qui vendait en 2024. Il est arrivé au niveau qu'il souhaitait, au timing qu'il souhaitait. Merci, au revoir. Il a vendu. Warren Buffett, il possédait 5% d'Apple, il a vendu sans regarder. Microsoft, Coca, il a vendu. J'ai décidé que je vends à ce moment-là, je vends sans sentiment. Tomber amoureux de ses actifs, c'est très dangereux. Ouais, très important. Écoute, je pense qu'on si tu es d'accord, on refera, donc on parle d'éducation financière, on parle de gestion du temps, ce qui est le plus dur, on parle d'apprentissage. Ça met un petit peu de temps, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine pour vous, pour votre famille et bah, je te proposerai donc un nouveau podcast, prochainement, si ça a intéressé les gens. Si vous avez apprécié, bah, vous likez, vous commentez, posez vos questions, on les lit tous et on reviendra dessus. Et bah, je pense que tu peux leur souhaiter une bonne journée, Raphaël. Ça va être une excellente journée. Voilà, et que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Avec plaisir, à très bientôt.